Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur mes achats comics depuis janvier 2025 jusqu'au mois de mai. Contrairement à ce que j'avais initialement prévu, j'ai décidé de réduire les vidéos sur mes achats et vous présente donc une deuxième et dernière partie. Je souhaiterais passer à autre chose et je suis sûr que vous aussi. Encore et toujours pas du tout dans l'ordre, sans perdre de temps, tout de suite la suite, c'est parti mon kiki, en avant Rantanplan. Zombicide, premier jour. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de plateau, ce comics en est directement inspiré et vous y retrouverez tous les personnages présents dans le jeu. Bon, rien de très original ici, c'est du boom, paf, kaboom, kill 'em all, motherfucker, et de la viande plus très fraîche de zombies. Si vous êtes fan du genre, comme moi, vous risquez fort de passer un agréable moment, sans plus. C'est bien édité, c'est beau, c'est proprement découpé à la hache, il n'y a rien à redire. De l'entertainment sous fond d'apocalypse, mais ne vous attendez pas à avoir peur pour les protagonistes, de ce côté c'est plutôt raté. Ce n'est pas non plus une quête avec un vrai but, autre que de vivre une journée de plus. Zombicide Invader. Ah bah là, on sort un peu des sentiers battus. Attention, j'ai dit un peu, pour se retrouver dans du carnage gorifique sur une autre planète. On est très proche du film Aliens de Cameron, avec quelques innovations scénaristiques, rien de transcendant, mais cela reste un bon moment si vous aimez le genre. De plus, c'est bourré de détails de partout et ça fait plaisir. On sent que l'artiste s'est amusé. Ça se lit vraiment bien, merci Linger de me l'avoir conseillé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, du trash, du gore, des tripes, du sang et de la viande putréfiée, ben ça me détend. The Unnamed Geiger, volume 2. J'avais bien accroché au premier, alors je me suis laissé tenter et ce deuxième volume est fidèle dans sa narration. Rien d'extraordinaire, mais cela reste une bonne lecture qui s'enchaîne bien au premier. Clairement, on est à l'aube d'une série sans fin, d'un nouvel univers étendu. Je ne sais pas encore si je tiendrai la distance, mais je risque de me laisser tenter par le volume 3 quand il sortira. Cosmic Detective, scénario de Jeff Lemire et Matt Kindt. David Rubin au dessin. Lorsqu'un dieu est retrouvé mort, un événement théoriquement impossible, un détective anonyme travaillant pour une agence secrète dans une ville futuriste et délabrée est chargé de résoudre ce meurtre. À mesure qu'il s'approche de la vérité, il est confronté à des révélations qui remettent en question la réalité elle-même, menaçant de déchirer le tissu de l'univers. Dit comme ça, waouh, ça paraît cool, mais en fait, ça fait plus gros délire psychédélique qui doit très certainement paraître génial si tu es sous psychotrope, alors que le lire sous aucune influence, bah moyen. Autumnal, roman graphique d'horreur écrit par Daniel Kraus, illustré par Chris Sheehan et mis en couleur par Jason Wordie. Publié en France par 404 Graphics, c'est ce qu'on appelle du folk horror, mêlant mystères ruraux, légendes locales et horreur psychologique. Salué par James Tynion fort quand même. Kat Somerville, une mère célibataire en difficulté, retourne dans sa ville natale de Comfort Notch avec sa fille Sybil après le décès de sa mère. Héritant de la maison familiale, Kat espère y retrouver un nouveau départ. Cependant, la ville, réputée pour ses automnes éclatants, dissimule des secrets inquiétants. Très belle édition de chez 404 Graphics, j'ai passé un bon moment. Je viens tout juste de le finir, vous aurez droit à une vidéo très prochainement. Le Déviant, on ne présente plus James Tynion fort. C'est encore une première partie, dont la suite, qui devait sortir en mars, a été repoussée au mois d'octobre, à cause que James a dû se faire draculer entre-temps. C'est un conte de Noël en 2 tomes avec Joshua Hickson au dessin. Publié en France par Urban Comics, le tome 1 est sorti en octobre 2024. C'est un thriller psychologique horrifique dans une ambiance hivernale oppressante. Un tueur en série déguisé en Père Noël, surnommé le Déviant, assassine plusieurs adolescents en mettant en scène leur corps de manière macabre. Un suspect est arrêté et incarcéré, mais clame son innocence. 50 ans plus tard, un jeune auteur de comics, tourmenté, interviewe le prisonnier pour écrire un livre. Parallèlement, une nouvelle série de meurtres similaires survient, remettant en question la culpabilité du détenu et réveillant les traumatismes du passé. Je souhaite en faire une vidéo dédiée, mais je ne sais pas si je dois attendre le volume 2 ou si je m'y mets dès maintenant. Dites-le moi dans les commentaires si vous souhaitez en savoir plus rapidement. Le mythe de l'ossuaire, les résidents. On y retrouve un duo que j'adore, Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, qui nous ont pondu entre autres Gideon Falls et Joker Killer Smile. 3e volume du mythe de l'ossuaire, après le passage et des milliers de plumes noires, enfin un tome compréhensible. Les 2 premiers ne donnaient pas franchement la satisfaction de comprendre le véritable pourquoi du comment. Dans un immeuble HLM vétuste, 10 résidents au profil varié vivent sans vraiment se connaître. Suite au décès mystérieux de l'un de leurs voisins, des phénomènes étranges surviennent. Invasion de mouches, baignoires remplies de sang, hallucinations inquiétantes. L'immeuble semble dissimuler un passage vers une dimension terrifiante, obligeant les résidents à s'unir pour affronter les horreurs qui les guettent et espérer survivre. Ce 3e volume du mythe de l'ossuaire nous offre la récompense qu'on attend depuis qu'on n'a rien compris dans les 2 premiers, et j'ai envie de dire, il était temps. On sait que Jeff Lemire aime prendre son temps et c'est aussi ça l'horreur. Si vous souhaitez une vidéo sur le mythe de l'ossuaire, dites-le moi en commentaire.
The Wake de Scott Snyder et Sean Phillips. Celui-là, je l'ai acheté pour deux raisons. Je voulais voir ce que pouvait donner cette combinaison d'artistes et le thème de ce comics n'était pas sans rappeler celui de The Plunge que j'avais franchement adoré, dont j'ai fait une vidéo que vous trouverez un petit peu plus loin sur la chaîne. L'histoire se divise en deux parties bien distinctes. La première est un thriller sous-marin qui se passe de nos jours. Une biologiste marine est recrutée par le département de la sécurité intérieure pour enquêter sur une découverte mystérieuse dans une station de forage sous-marine secrète située dans l'Arctique. Elle y découvre une créature humanoïde aquatique, je vous le donne en mille, une sirène. Lorsque la créature s'échappe, la situation devient le théâtre d'une lutte pour la survie, mêlant horreur et suspense. La deuxième partie se passe dans un futur post-apocalyptique, 2 siècles plus tard, alors que la Terre est submergée par les eaux. Une jeune femme vivant dans ce monde aquatique cherche à percer les secrets du passé en écoutant les transmissions mystérieuses. Son aventure la conduit à affronter un gouvernement autoritaire et à découvrir la vérité sur l'origine des sirènes et le destin de l'humanité. Franchement, l'idée est super sympa, le traitement tout autant, mais je ne sais pas pourquoi Scott Snyder n'arrive pas à maintenir un semblant de crédibilité. Il faut toujours qu'un morceau de gros cliché, comme un gâteau pas assez cuit, vienne affadir sa recette. On dirait que c'est plus fort que lui. À part son Batman, la cour des hiboux, il n'arrive pas à m'emmener au bout de ses idées. Non, celui-là, je n'en ferai pas de vidéo. Abyss, tome 1, L'Outre-Monde. Bande dessinée de Dark Fantasy, écrite et illustrée par Snow, publiée chez Comics Initiative en mars 2025. Ce premier volume est normalement le début d'une trilogie. Héloïse se réveille sans souvenir dans une caverne monumentale, guidée uniquement par les paroles énigmatiques d'un vieil homme lui enjoignant de trouver le Styx. Errant dans ce lieu surnaturel, elle découvre une cité souterraine désertée, peuplée de statues figées et de vestiges d'une civilisation oubliée. Sa rencontre avec Hector, un homme amnésique, marque le début d'une exploration périlleuse à travers l'outre-monde, un royaume où la mort a été suspendue et où les âmes errent sans fin. Alors franchement, c'est magnifique, superbement contemplatif, beaucoup de planches sans texte, la lecture peut vite devenir un survol super rapide, à vous de vraiment prendre votre temps et franchement, il le faut car c'est somptueux. Seul reproche, format trop petit, mais je ne désespère pas de voir apparaître une intégrale dans un grand format, une fois les 3 volumes sortis, en espérant que la suite soit à la hauteur. Southern Bastard volume 1. Ah, les bouseux, les rednecks, ces ricains qui puent tellement que tu sais pas si ça vient du cul ou de la bouche. J'adore. Earl Tubb, un ancien marine, revient à Crow County après 40 ans d'absence pour vider la maison familiale. Son père, le shérif Bertrand Tubb, était une figure redoutée qui imposait l'ordre à coups de bâton. Earl souhaite simplement régler ses affaires et repartir, mais il découvre que la ville est désormais sous la coupe de coach Ulysses Boss, entraîneur de l'équipe de football locale et criminel notoire. Confronté à l'injustice et à la corruption, Earl est contraint de reprendre le bâton de son père pour affronter les démons de son passé et ceux qui gangrènent la ville. On est clairement à Both Country et Baston City. En série, ce serait le mélange de Reacher et Justified. Seul gros défaut, cette série n'a pas de fin. Les auteurs, suite à divers soucis, ne s'y sont toujours pas remis, malheureusement. Si vous lisez ça, je suis déjà morte. Robin Reed, une journaliste intrépide, accompagne une unité de Marines américains sur Terminus, une planète récemment découverte via un portail quantique. Cette mission vise à établir un premier contact avec les habitants de ce monde inconnu. À peine arrivée, tout le monde se fait buter, sauf elle qui n'est pas du tout préparée ni équipée pour faire face aux dangers qui l'attendent. Le seul truc qui te laisse penser qu'elle ne va peut-être pas mourir tout de suite sont les pages qu'il te reste à lire. C'est une lecture sympathique, mais sans plus, car beaucoup trop courte, on n'a vraiment pas le temps de rentrer dans son psyché, et l'angoisse qu'elle est supposée ressentir ne transpire pas. C'est le point faible de cette histoire, car durant toute la lecture, on se dit qu'à sa place, ça fait longtemps qu'on se serait chié dessus. L'intégrale, 30 jours de nuit, créée par Steve Niles et Ben Templesmith, publié aux éditions Delcourt. À Barrow, une petite ville de l'Alaska, où, pendant l'hiver polaire, le soleil ne se lève pas pendant 30 jours consécutifs, une horde de vampires attaque la ville. Bien que le pitch soit tout à fait excellent, l'histoire, elle, est relativement bien, mais franchement sans plus. Et les dessins, si on peut appeler ça comme ça, sont particulièrement brouillons. Certains diront que c'est graphiquement très stylé. Non, c'est juste brouillon, soyons honnêtes. Mais je le voulais, alors je l'ai. Pareil, j'en ferai pas une vidéo. Judge Dredd, le repenti, publié en mars 2025 par les éditions Delirium, écrit par Kenneth Niemand et illustré par Tom Foster. Kyle Asher, ancien juge de rue, revient à Mega City One après avoir purgé une peine de 20 ans sur Titan, la colonie pénitentiaire réservée aux juges déchus. Marqué physiquement et moralement, il aspire à se réinsérer et à servir à nouveau la cité. Cependant, il est rapidement surveillé par la police des juges et reste sous l'œil vigilant du Judge Dredd qui doute de sa capacité à se racheter.
Asher tente de mener une vie honnête, mais se retrouve confronté à des forces qui remettent en question sa quête de rédemption. Je ne suis pas particulièrement fan de Judge Dredd, mais connaissant le personnage et l'environnement, j'ai trouvé le sujet intéressant. C'est pas mal, j'ai bien aimé, mais il s'est passé presque 30 ans depuis ma dernière acquisition d'une BD avec Judge Dredd, quand il a affronté Batman, je pense qu'il risque de s'en écouler encore autant avant la prochaine. Si, j'espère bien encore être là, et j'espère bien qu'on n'aura pas tout fait péter avant. World Tree, volume 1. Encore du James Tynion IV, que voulez-vous? Mais c'est encore une série qui débute que je risque d'abandonner en cours de route. À voir si je reste suffisamment scotché à l'intrigue. En 1999, Gabriel et ses amis découvrent l'Undernet, une structure cachée sous Internet, renfermant des horreurs indicibles. Ils documentent leurs explorations sur un forum nommé World Tree. Pensant avoir scellé cette menace, ils réalisent 20 ans plus tard que l'entité maléfique Fear s'est libérée, provoquant une vague de meurtres et de chaos. Gabriel, devenu milliardaire de la tech, et ses anciens compagnons doivent affronter cette résurgence pour sauver l'humanité. C'est étrange comme les séries de James Tynion IV n'ont pas le même effet sur moi que ces histoires plus courtes. En tout cas, celle-là et The Department of Truth vont quand même avoir droit à un suivi de ma part au moins durant quelques temps. Somna, de Becky Cloonan et Tula Lotay, publié chez Delcourt, est une histoire de sorcière. Dans un village anglais du XVIIe siècle, en pleine période de chasse aux sorcières, Ingrid, une jeune femme mariée à Roland, le chef des inquisiteurs, mène une vie austère et réprimée. Chaque nuit, elle est visitée en rêve par une entité mystérieuse qui l'entraîne dans des expériences érotiques intenses. Ces visions, à la fois libératrices et terrifiantes, la plongent dans un conflit intérieur profond. Deux styles graphiques se distinguent franchement, celui de Becky pour tout ce qui est réalité, et celui de Tula pour les songes mystiques d'Ingrid. J'ai particulièrement apprécié ce récit car voilà plus de 10 ans déjà, j'ai eu l'occasion de visiter Salem, la fameuse ville du Massachusetts aux USA, réputée pour avoir été un nid de sorcières. J'y ai appris beaucoup de choses sur la réalité de la chasse aux sorcières, et ce récit mêle habilement la réalité de ce qui s'est réellement passé, de ce que les habitants ont réellement vécu, avec l'inquiétude d'Ingrid qu'il se peut qu'elle soit elle-même une sorcière. Très habile, légèrement osé, un poil érotique. Non, je vous vois venir, ne vous faites pas d'idées. Un bon Manhara vous procurera bien plus de sensations. C'est une histoire bien écrite, bien finie, et pour le coup, si vous me le demandez, je vous en ferai une vidéo. À vous de jouer dans les commentaires. Voici maintenant le résumé de 2 titres que je n'ai pas encore eu le temps de lire, donc pas de critique de ma part. Comment pourrais-je, hein ? L'exécuteur, l'intégrale. Harry Exton, ancien soldat et mercenaire, mène une vie tranquille jusqu'à ce qu'un ancien camarade lui propose de participer à un jeu clandestin. Dans ce jeu, des individus fortunés, appelés les voix, engagent des tueurs professionnels, les exécutants, pour s'affronter dans des duels à mort. Les combats se déroulent dans des lieux publics orchestrés par le divertissement des parieurs anonymes. Harry accepte l'offre attirée par la promesse de gains rapides. Cependant, il réalise rapidement que ce jeu est une spirale infernale dont il est difficile de s'extraire. Lorsqu'il tente de se retirer, il devient lui-même une cible, traquée par ceux qui refusent de le laisser partir. Les 2 volumes pavés de Lord Baltimore par Mike Mignola. L'histoire suit Lord Henry Baltimore, un officier britannique blessé pendant la Première Guerre mondiale. Sur le champ de bataille, il affronte une créature vampirique nommée Haegus, qu'il blesse à l'œil. Cet acte déclenche une malédiction, une épidémie de peste se propage, mettant fin prématurément à la guerre et ouvrant la voie à une invasion de vampires en Europe. De retour chez lui, Baltimore découvre que sa famille a été décimée par la peste et sa femme assassinée par Haegus. Animé par la vengeance, il entame une traque implacable à travers l'Europe pour éliminer Haegus et les créatures surnaturelles qui menacent l'humanité. Et pour finir, voici les titres pour lesquels vous trouverez déjà des vidéos dédiées sur ma chaîne, avec les liens en fiche en haut à gauche pour chacune d'entre elles. Je vais donc faire vite. The Nice House by the Sea. On ne présente plus James Tynion IV, ni même ce nouvel univers. Je ne l'ai pas encore relu dans sa version papier, puisque je l'avais lu en numérique pour vous en faire une vidéo, que vous trouverez ici en haut à droite. C'est du lourd, comme toujours. Spectrograph. On ne présente plus James Tynion IV, ni même ce nouvel univers. Je ne l'ai pas encore relu dans sa version papier, puisque je l'avais lu en numérique pour vous en faire une vidéo, que vous trouverez ici en haut à droite. C'est du lourd, comme toujours. Sensation déjà vue là, non ? Aucune tombe assez profonde. Un western fantastique, horrifique, génialissime. L'histoire de Ryder, mère de famille, ancienne gangster repentie, atteinte d'une maladie incurable, qui décide de reprendre les armes pour affronter la mort en duel. Beneath the Trees Where Nobody Sees, l'histoire d'un serial killer méticuleux, organisé et discret, dont la vie risque d'être chamboulée par l'arrivée d'un autre tueur désordonné, le tout sous les traits d'animaux anthropomorphes et couleurs pastel qui donnent à ce récit noir des apparences de contes pour enfants, très beau et très bonne lecture. Petrolhead, du post-apo avec des robots, des courses de voitures, courses-poursuites sur fond de dystopie et population contrôlée par des IA. Superbement réalisé, magnifiquement mis en image, une pure merveille aux couleurs vives, criardes, mais cependant parfaitement harmonieuses.
Streamliner, encore de la course de voiture, mais interdite et contemporaine cette fois et dans le désert américain. Une intégrale somptueuse avec des gangs de mecs en roadster et des filles en moto. Un chef-d'œuvre. Ça y est, je vous libère. Voilà donc toutes mes acquisitions de janvier à mai 2025. Je vais pouvoir reprendre ma ligne éditoriale principale dès la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire les titres que vous avez lus et de donner votre avis. Je le dis tout le temps, ça peut vraiment aider ceux qui ne connaissent pas les titres pour se faire leur avis. La BD, c'est toujours un budget et ça fout les boules d'investir dans un titre qui ne correspond pas à nos goûts. Alors aidons-nous les uns les autres, s'il vous plaît. Lisez, lisez et lisez... Ah merde, c'est pas moi ça. N'oubliez pas de prendre le temps de lire et de lire en prenant votre temps.